Je pense que le Maroc a un super futur. Petit à petit, on voit un écosystème marocain de la tech. On appelle même ça la Moroccan Tech Mafia, comme tu le sais. La tech n'a pas de nationalité. La tech, c'est une solution à un problème. Donc quand tu fais une solution pour une boîte marocaine, la probabilité qu'une boîte américaine a exactement le même problème, elle est max. C'est sûr. Le seul truc, c'est est-ce que la boîte marocaine, elle sait vendre aux États-Unis. Hop, la différence entre une PME et une start-up, c'est qu'une start-up fait en 1 an, ce que la PME fait en 5 ans, mais très bien géré. Donc le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est que si quelqu'un te donne 100, il faut lui prouver que tu veux lui rendre 500. Dans 5 ans, à quoi ressemble le Maroc de la tech ? Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler de Notion. Si vous êtes entrepreneur, que vous levez des fonds et que vous vous demandez comment créer un pitch deck, eh bien Notion est l'outil qu'il vous faut. Personnellement, moi je l'utilise quand il s'agit de faire des pitch decks, de pouvoir aussi traquer tous les investisseurs que je peux contacter quand il s'agit de faire une campagne de levée de fonds. Donc si vous ne connaissez pas Notion, je vous conseille vivement de regarder ce qu'ils font. J'ai négocié pour vous un code promo qui vous permettra de bénéficier de 6 mois de gratuité de l'outil. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description et je vous encourage vachement à aller regarder ce qu'ils font. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomoroko. Sidi Ilan. Salut. Qui d'ailleurs Koshi bikhair. Marhaba bik. Allah yabarak fik. Non, je rigole, on va pas du tout faire l'épisode en arabe. Ouais. Moi, je voulais te poser une question qui, je pense, va être le fil directeur de cette heure de podcast. Ok. Pour toi, ça veut dire quoi, Tomoroko ? Ah bah, c'est une très très bonne question. Moi, je pense que le Maroc a un super futur. Et c'est pour ça que depuis 2019, j'ai créé la filiale de mon family office au Maroc, ma filiale d'investissement. Et depuis 2019, j'ai découvert les talents marocains. J'ai découvert que le Maroc investissait énormément dans les structures. On a des super universités, on a des super accélérateurs, des incubateurs, on a des étudiants qui veulent bien se lancer à l'entrepreneuriat jeune. Et ça, c'est le plus important. Et ensuite, on a des fonds qui étaient présents, dotés de dizaines de millions de dollars. Donc ça, c'est vraiment une révolution. Et petit à petit, on voit un écosystème marocain de la tech. On appelle même ça la Moroccan Tech Mafia, comme tu le sais, et qui s'entraident. On est vraiment dans des entrepreneurs qui ont un mindset vraiment, vraiment bon. Et voilà. Et ça, c'est vraiment, je pense, de très, très bon augure pour le Maroc et pour la tech marocaine. On va parler de tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'on se focalise aussi sur ce que tu fais pour le Maroc, notamment sur M-Founders. Ouais. Donc, si tu peux nous raconter M-Founders, on va essayer de rentrer un peu en détail sur ce que tu fais. Okay. Parler notamment de ces enjeux de diaspora qui nous sont chers, dont je fais partie aussi. C'est quoi M-Founders ? Alors, M-Founders, c'est un collectif, donc c'est un club deal de la diaspora marocaine, de Business Angel. Et c'est venu en fait d'une discussion qu'on a eue sur un groupe WhatsApp de la CGEM, de MEM, de Karim Ammar, où un soir il y a quelqu'un qui dit mais je comprends pas pourquoi est-ce que le Kenya il lève 40 fois plus d'argent que... Et moi je dis bah c'est normal. Le mec il me dit non mais comment ça fait 10 ans qu'on se demande pourquoi. Je dis bah écoutez, moi quand je suis arrivé, le premier truc qui m'a choqué vraiment au Maroc, c'est que les pitchs étaient en français, ok, mais les slides aussi. En France, t'as pas une seule start-up qui va avoir des slides en français. Pourquoi ? Ça existe. Mais elles sont locales. Pourquoi ? Parce que quand tu fais tes slides en français, ça veut dire que le marché que tu adresses, il est francophone. Donc déjà, tu te limites en termes de mindset. Tu le fais en anglais. Bah, si tu le fais en anglais, tu peux vendre un Égyptien, un Thaïlandais, un Ukrainien, si tu veux, tu vois, ou un Roumain. Donc tu te limites pas. Le marché devient mondial. Et ça, c'est un mindset qu'on n'avait pas. On était vraiment dans cette logique francophone. Et c'est pas grave. Enfin, traduire des slides, c'est pas grave. Mais c'est plutôt une question de mindset. Et le Kenya, l'Égypte sont vraiment des zones anglophones. Et ben, les gros VC mondiaux, bah, quand ils voient des choses en français, ils disent bah, ça, c'est pour la France, c'est pas pour nous. Tu vois, et donc, à partir du moment où tu commences à dire non, je suis disponible aussi pour les autres, là, ça devient intéressant. La deuxième chose que font les Kenyans et les Égyptiens, c'est que, par définition, dès qu'ils créent une boîte, le headquarter est à Amsterdam.
Ok, je savais pas du tout, tu vois. Non. Ça, eux, ils sont à Amsterdam. Au Maroc, on commence à comprendre la logique parce qu'un investisseur étranger, américain, lui, il a validé des pays d'investissement. Il a le Delaware chez lui, il a Londres, il a Amsterdam, il a Luxembourg, il a Dubaï, il a Singapour. Le reste, peut-être Paris, mais c'est tout. Donc toi, quand tu lui dis « Ouais, je suis une start-up, j'ai besoin de 2 millions de dollars et je suis basé à Casablanca et le tribunal c'est Mohammedia », le mec, il dit « Non, mec, c'est toi qui vas venir chez moi. » Tu vois ? Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est où est le tribunal de litige. Au cas où il se passe... il peut, sur 100 investissements, évidemment qu'il va se passer un truc. Donc, c'est ça qui les intéresse. Et eux, ils disent « Moi, je ne vais pas payer des avocats marocains pour me traduire en droit américain. Non, viens et on va faire le tribunal dans les endroits que j'ai validés. » Donc, tu ne peux pas faire des séries supplémentaires si tu es basé, et c'est ce qu'ont compris très vite les Égyptiens et les Kenyans, parce que ils étaient connectés à cet écosystème mondial, parce qu'ils étaient en anglais. Et donc, l'Afrique de l'Est a vraiment bénéficié de ça. Et là où je parlais avec un VC américain qui me dit, tu sais, pour nous, MENA, la région MENA, c'est comme si c'était un pays. Tu vois, il ne dit pas, il y a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, il ne connaît pas tout ça. MENA, le Nord, tu vois, une bande comme ça. Et il s'avère qu'il y a un pays qui attire tout. Tu vois, par exemple, il y a la même chose entre le Ghana et le Nigeria. Le Ghana qui est qui a des super croissances et tout, c'est le Nigeria qui attire tout. Parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui attire. Donc, il va falloir, par rapport aux Égyptiens, qui, eux, sont extrêmement intéressés par le Maroc. J'ai déjà eu un investisseur égyptien de Belton. Il va avoir un autre investisseur d'Algebra qui va passer sur le podcast. Il regarde énormément le Maroc. Je les connais très bien. T'as l'air que c'est un mec super. Et c'est toujours super à voir quand tu vois des investisseurs étrangers, des VC étrangers qui te disent, pour moi, le pays de prédilection en Afrique, c'est le Maroc. Tu dis, mais c'est bien parce que tu as plus confiance. Toi, de l'extérieur, tu vois au Maroc des choses que certains locaux ne voient pas. Et on partage la même vision. Et en fait, la vision qu'on a, c'est que en fait, le Maroc est vu par les pays arabes comme un pays arabe, mais européen. Donc en fait, un Égyptien, il ne sait pas aller faire du business en Italie, en Espagne. Enfin, c'est inconcevable pour lui. Il n'a pas cette culture européenne. Nous, on n'a pas ce complexe. On va là-bas, on étudie là-bas, on va en vacances là-bas, on sait faire du business là-bas, on a une diaspora énorme là-bas. Eux, ils vont à Londres. Tu vois, ils vont dans le Middle East, leur jardin c'est le Middle East. Et donc eux ils me disent non mais et vous avez des talents incroyables. Je dis mais comment ça, vous avez pas de développeurs à Dubaï et tout ça? Ils me disent si, mais c'est des mecs qui viennent de l'Est, c'est des Pakis, c'est des Chinois. Les Marocains pour nous c'est des Allemands. Je dis pardon. Énorme. Je dis quoi? Il dit non, nous on veut ouvrir un centre de R&D au Maroc parce que voilà. Donc pour un Égyptien, un Marocain est beaucoup trop cher. Mais pour un Émirati, des développeurs marocains, ouvrir des centres de R&D, ça fait beaucoup de sens. Parce que tu sais, la différence entre un bon développeur et un mauvais, c'est 2 jours, 3 mois. Hein, donc, il vaut mieux bien payer quelqu'un qui te le fait en 2 jours. Après, moi, j'avais pas mal parlé à des entrepreneurs marocains qui me disaient que notamment au Maroc, on avait des super devs. Mais si on voulait se mettre avec un CTO de top qualité, on n'allait pas particulièrement le trouver au Maroc. Tu vois ? Alors, CTO de top qualité, c'est toujours un truc, voilà, le Messi qui arrive et qui va tout faire. Non. Tu deviens bon par la pratique. Okay. La question, c'est quel est ton mindset? En général, un développeur, plus il est jeune, et ça on le voit avec l'école 42 ou 1337 à Ben Guérir, plus il est jeune, plus il ne sait pas que c'est pas possible. Tu vois? Donc tu vas lui demander un truc, il va dire ok, comment tu vas faire? Je sais pas, mais je vais le faire. Non, et surtout il va te dire bon, et combien de temps tu me donnes? 2 semaines. Ok. Tu vois, il va aller chez Google, il va aller regarder les trucs, il va aller regarder les stacks, il va aller regarder des frameworks qui existent déjà, des choses dans des librairies qui existent déjà. Le mec a 45 ans, 50 ans, lui, il a envie de faire des choses nouvelles. Il n'a pas envie qu'on l'embauche pour refaire ce qu'il fait depuis 30 ans. Tu vois. Donc, en général, il va faire de la R&D. Et moi, à un moment, dans mon activité vente privée, je trouvais que les meilleurs devs étaient en R&D. Et les mecs avec qui j'avais bossé tout le temps et qui étaient très bons. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils arrivent à un niveau de salaire où il y a une distorsion par rapport aux équipes de dev et on a dit on va créer ce cimetière des éléphants pour que les gens ne restent pas et ils vont travailler sur le futur. Ouais, mais le problème, c'est que le futur, il devient jamais présent. Pourquoi? Parce que quand tu as des équipes de dev, si c'est pas invented here, ils prennent pas le truc qui vient de la R&D. Hein. Ça n'existe pas, ça. Hein. C'est moi qui le fais.
C'est pas toi qui le penses. Donc pour toi, au Maroc, on a la capacité d'avoir des équipes de dev Mais exceptionnelles. la preuve absolue, c'est qu'on nous les pique. Mais on ne les pique pas du Maroc, on nous les pique Mais bien sûr qu'on quand nous ils les sont à pique. l'étranger. Mais pas du tout. Tu connais pas le visa French Tech? Tu connais les Marocains qui arrivent pas à avoir un visa? Bah, t'es ingénieur marocain, il y a des boîtes françaises qui arrivent au Maroc, et je les connais. Je connais parce que ce sont des Marocains qui sont partis là-bas et qui sont chargés par leurs entreprises de recruter des cohortes de 200, 300, 400 ingénieurs. Et la France a un visa French Tech qui est de dire, si tu as des talents que tu ne trouves pas en France, etc., le visa pour monsieur, mais pour madame et les enfants. Regroupement familial. Ouais. Parce que c'est des talents qui sont vouchés par l'entreprise. C'est pas des gens qui vont arriver sans job. C'est des gens qui vont arriver avec des salaires, des contrats, etc. Et ces gens-là sont très connus pour leurs hard skills. C'est pas des gens qu'on va prendre pour aller vendre du soft. C'est pas des product owners. Ça va être des CTO, des gens qui vont avoir une capacité parce que. Et donc c'est des gens qu'on nous pique. À chaque fois on me dit l'Europe pille l'Afrique. Je sais pas si elle pille ou elle paye mieux. Moi, je pense qu'elle paye mieux. Et donc, quand tu as quelqu'un qui a un écart de salaire, on lui propose 10 000 dirhams au Maroc ou 5 000 €, avec la santé gratuite, avec l'école, avec le machin pour les enfants, c'est compliqué. Donc, si tu veux le même niveau de vie, le Maroc, tu as 30 000 dirhams, tu as un super niveau de vie, tu vois. Donc, en fait, les entreprises marocaines ne peuvent pas payer ces salaires-là. Il y en a certaines qui arrivent. Mais en général, si tu es sur le marché marocain, tu produis en dirhams, tu vends en dirhams. Mais si tu produis en dirhams et tu vends en dollars, là, tu vas avoir une marge extraordinaire. Et donc, tu vas pouvoir payer. Pas garder 100% de la marge, mais rétribuer une marge pour augmenter les salaires et garder les gens. Et d'ailleurs, moi, aujourd'hui, sur Founders, j'ai des Français de France qui sont venus s'installer au Maroc parce qu'ils trouvent que la qualité de vie, elle est fantastique. Il n'y a pas de sujet. Mais il n'y a pas de sujet. Et surtout des jeunes, tu vois. Moi, j'ai vu des entreprises qui m'ont dit est-ce qu'on peut installer un centre de R&D au Maroc? J'ai dit tu veux mettre qui? Il m'a dit mon product owner, le blond aux yeux bleus. J'ai dit quoi? Ouais, mais alors tu crois que c'est un bel endroit pour quelqu'un, il a un enfant de 2 ans, il va venir avec sa femme? J'ai dit mais c'est le paradis, mec. Et donc ce que tu dis, c'est que si tu paye les gens en dollars parce que tu vends à l'international, tu peux justement être compétitif. Mais du coup, il faut monter une boîte que tu penses global day one et que tu vendes day one. Il y a juste un truc. La tech n'a pas de nationalité. Okay, la tech, c'est une solution à un problème. Okay, toutes les boîtes ont des problèmes et en général, c'est les mêmes. Donc quand tu fais une solution pour une boîte marocaine, la probabilité qu'une boîte américaine a exactement le même problème, elle est max. C'est sûr. Le seul truc, c'est est-ce que la boîte marocaine, elle sait vendre aux États-Unis? Non. Bon, est-ce que moi, je sais vendre aux États-Unis? Non. Moi, je suis de la diaspora française. J'ai fait 18 pays en Europe. Je m'y connais bien. Je sais que je sais très bien faire la France. Tu es autrichien? Ouais, aussi. Mais je sais pas vendre en Autriche, tu vois. Mais je sais vendre en France. Je connais très bien. J'ai le réseau, etc. Et après, quand on a voulu en Italie, on s'est associé avec des Italiens. En Espagne, on s'est associé avec des Espagnols. Parce que tu as besoin de gens qui sont nés et qui ont grandi là-bas. Et notre diaspora, si tu veux, je considère qu'il y a 3 diasporas, 3 mouvements de diaspora en tout cas. Il y en a une qui est celle qui envoie beaucoup d'argent au Maroc, près de 10 milliards par an. Donc c'est les petits-fils et les enfants et petits-fils de la première vague d'immigration, et donc ils envoient énormément de devises, qui est très important pour qu'on achète notre énergie, puisque le gaz, le pétrole, le charbon, on le paye en dollars. Donc il nous faut des devises déjà pour l'énergie. Et quand tu as un pays qui se veut s'industrialiser et non plus d'être un gros, l'industrie se repose sur l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a investi autant dans les énergies renouvelables, dans la production d'énergie renouvelable, pour commencer à s'affranchir beaucoup de cette dépendance à la devise, au gaz, au pétrole, etc. Et ça, c'est fantastique. Et donc, ça, c'est la première diaspora qui revient tous les ans, qui envoie, etc. La deuxième vague, c'est ceux, beaucoup de ma génération, des années 90, c'est on est né, on a grandi au Maroc, on a une autre bac au Maroc, on a la possibilité d'aller faire des études. T'es de Casa? Moi, je suis de Casa, d'Arbeida, j'ai fait le lycée Lyoté. Et on est parti étudier à l'étranger. Moi, 90% de mes copains, après 10 ans à l'étranger, sont rentrés au Maroc.
et ont monté des choses au Maroc. Beaucoup sont devenus entrepreneurs. Beaucoup. Juste après leurs études, quelques années de travail. Quelques années de travail. Combien en moyenne? 3, 4 5, 6, 7. Ouais. Tu vois, dès que tu te maries, tu commences à avoir des gosses qui ont 2-3 ans, allez hop, ça commence à être un peu compliqué. Et le confort de vie qu'on t'offre au Maroc, ils sont à une mesure. Et la plupart, c'est très drôle, quand ils sont rentrés, ils n'ont pas monté une boîte. Ils ont monté 3 boîtes. Quoi, en même temps? Ouais. Ils sont pas sur un métier. Il y en a pas un, il fait que ça. Non, il fait ça et ça. Comment t'expliques ça? Je pense que c'est pour équilibrer le truc. Tu vois, quand ça, c'est un peu... Parce qu'il y a des lourdeurs, des lenteurs. Et tu te dis, bah, si ça me ferait du temps, bah, si j'en fais 3 en même temps, bah, en fait, je serais occupé tout le temps. Tu vois? Et maintenant... Tu minimises ton risque parce que s'il y en a une qui marche pas, les deux... Mais ouais, bah, évidemment, c'est du load balancing. Tu vois, c'est comme en finance. Hein, tu sais, tu travailles sur plusieurs classes d'actifs. Et ça, c'est remarquable parce que ces gens-là, ils ont vraiment contribué à la croissance économique du Maroc depuis les 20 dernières années en apportant leur expérience et leur savoir-faire. Et on continue à appeler ces gens-là à rentrer. Et beaucoup se posent la question d'ailleurs. Et après, tu as une autre diaspora, la troisième vague. C'est ceux qui sont nés, qui ont grandi au Maroc, qui sont partis à l'étranger et qui ont tellement réussi qu'on ne les a pas laissés rentrer. De quoi tellement réussi? Quand tu fais Harvard et que tu rentres dans une très grande banque d'affaires, ils vont tellement te payer que c'est impossible que tu rentres. Tu as un niveau que tu vas à Londres jamais. Et tu rentres. Bah oui, c'est impossible. Un grand groupe, il est là pour garder les talents. Donc quand il a des talents bruts, il va les garder. Et les mecs, ils vont faire leur vie là-bas. Une fois qu'ils ont des enfants, ils ont fait toute leur vie et tout, ils envisagent de rentrer au Maroc, mais pour leur retraite, tu vois, pour acheter une maison à Marrakech, pour acheter des choses, mais pas aussitôt, pas 10 ans après. Quand tu fais Stanford, quand tu fais Polytechnique, tous les ans, on a 50 personnes qui vont à Polytechnique. On est le premier pays, je sais bien, la première nationalité représentée après la France. Combien rentrent? Tu vois? Pourquoi? Parce qu'ils sont pris tout de suite et on leur fait une carrière, un carrière plan. C'est compliqué. Mais en revanche, c'est les plus grands ambassadeurs du Maroc. Bah, comme moi, on me dit pourquoi tu peux rentrer. Bah, je sais pas, j'ai monté dans le privé, la première licorne française. Là, t'es basé à Paris ou à Casa? Je suis au moins une semaine à Casa par mois. C'est énorme déjà. Au moins les Marocains ils pensent que je suis là tout le temps. En tout cas, tu rates pas. Non, mais moi je fais des investissements partout dans le monde. Ouais. Donc je me force à venir une semaine à Casa. En plus mes parents sont à Casa, mon frère est à Casa, j'ai plein d'amis à Casa et j'adore Casa, c'est ma ville, c'est mon enfance, c'est se reconnecter comme ça, c'est magnifique de pouvoir se dire non seulement j'ai grandi et c'est Casa qui m'a élevé, c'est le Maroc qui m'a élevé, qui a fait de qui je suis. Et en plus d'investir et de bosser là-bas, c'est génial. C'est génial. Mais après, le reste du temps, c'est les États-Unis, l'Asie, etc. Et donc, cette troisième diaspora, pour toi, c'est... c'est celle qui nous a permis de faire un Founders, comme tu me parlais tout à l'heure. C'était de se dire, OK, donc au Maroc, qu'est-ce qu'on a? On a des talents. Super. Ils partent. OK, pourquoi? Parce que en fait, ils n'adressent pas le bon marché. Quand tu as une solution marocaine tech et on te dit, elle est très bonne ta solution, il faut la vendre. Ouais, les mecs, ils disent, moi, je sais que faire la solution, moi, je suis pas vendeur. Donc, ils vont essayer de vendre au Maroc. Ça se vend pas. Ou ça se vend un peu, et on fait des choses, mais ça se fait pas des startups. Ça fait des PME. Donc, tu as des très belles PME technologiques au Maroc, très belles, même incroyables, mais c'est pas ce qu'on appelle des startups. La différence entre une PME et une startup, c'est qu'une startup fait en 1 an ce que la PME fait en 5 ans, mais très bien gérée. Donc, il n'y a pas de secret. Il y a la notion de tech ou pas déjà dedans? Tu peux être une PME tech? Bien sûr, mais il y a une tonne de PME tech. La plupart des... Mais donc quoi, c'est la vitesse d'exécution? C'est la croissance. C'est la croissance. Quand tu fais 10, 15, 20%, c'est pas de la start-up. Une start-up, c'est x10 en 3 ans. Tu vois? Et comment tu fais x10 en 3 ans? C'est pas que tu es plus intelligent que la PME. Non, la PME, simplement, elle veut pas perdre d'argent puisque c'est ses dividendes qui vont payer son salaire. Le mec, le patron, il prend pas de salaire. Il dit, moi, si je gagne de l'argent, il est pour moi, pour payer mes enfants, les écoles, etc. Il a besoin de faire du profit. Donc, il fait attention au recrutement, au développement, au commercial, etc. Donc là, on serait plutôt dans un modèle de levée de fonds, EBITDA négatif. Il faut financer l'erreur. Quand tu recrutes une personne et que tu mets 3 mois, tu fais attention à ne pas te tromper. Quand on te dit il faut que tu recrutes 20 personnes ce mois-ci, tu vas te tromper. C'est sûr. Donc il faut financer cette erreur. Moi d'ailleurs, tu parlais de fonds égyptiens tout à l'heure. On me l'avait sorti il y a une dizaine d'années à Palo Alto, dans
dans la baie. On me dit quand une start-up te demande $1 million, ouais, faut lui donner $2 millions. Parce qu'elle a sous-estimé son besoin. Je lui dis, mais comment ça? Moi, je lui donne 250 000 et s'il fait le truc, il me dit, non, là, tu fabriques une PME. Là, tu fabriques quelqu'un qui n'a pas assez par rapport à ce qu'il voulait. Il t'a demandé 1 million, tu lui donnes 250 000. Donc, il va les prendre, mais il va la gérer comme une PME. Et tu vas perdre ton investissement. Et je lui dis, mais pourquoi $2 millions? Il dit, parce que le premier $1 million va lui apprendre à bien investir le deuxième $1 million de son BP qu'il a fait à 3 heures du mat. Dans un truc. Et shit happens all the time. Et il faut financer le shit. Plus une boîte est petite, plus elle va faire des erreurs. Mais elle coûte pas très cher, les erreurs. C'est pour ça qu'il faut les financer là. Ouais, tu vois, je dis toujours, l'erreur, c'est le meilleur apprentissage. Enfin, tu apprends par l'erreur. Tu refais la même erreur 2 fois, déjà, tu es un peu plus con que la première fois. La première fois, tu es très intelligent, tu as appris quelque chose. La deuxième fois, tu dis, bah non, j'ai rien appris en fait. Mais donc, ces boîtes, toi, que tu veux financer avec M-Founders, il y a de l'argent maintenant sur le marché avec tout ce qui est en train de se passer. Yes, mais alors, ça, c'est un truc que j'ai appris quand j'avais 23 ans. On me dit, mais pourquoi tu te lances pas et tu vas pas faire un truc? Je dis, mais le problème, c'est l'argent. Il me dit, non, le problème, c'est pas l'argent. C'est toi. C'est toi. Je dis, comment ça, c'est moi? T'as 23 ans, mec. Et pourquoi un mec qui a des millions et des millions, il va donner de l'argent à un mec de 23 ans? T'es qui? T'as pas Zuckerberg? T'as déjà fait des trucs? T'as déjà monté une boîte, tu l'as revendue? Non? T'as 23 ans. Prouve que tu es capable de le faire. Ah, ouais. Donc le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est que si quelqu'un te donne 100, il faut lui prouver que tu veux lui rendre 500. Parce que si tu lui dis, tu me donnes 100 et je vais te donner 120, il va dire, moi, je vais aller à la banque, je vais le poser, ça va me faire exactement le même rendement. Mais si tu me proposes un truc incroyable en termes de rendement, je peux prendre 1% de mon patrimoine et miser sur toi. Mais il va falloir que tu me prouves que tu passes de 100 à 500. C'est pas juste un BP ou un truc comme ça. Il va falloir montrer. Donc il faut avoir un MVP. Les gens qui veulent lever des millions, soit ils ont une expérience passée. Moi, j'ai déjà eu le cas. Bon, évidemment. Toi, tu vas sur le marché, tu lèves comme ça? J'ai pas essayé, mais je pense. Franchement, ça devrait pas être très compliqué. PowerPoint, let's go. Non, même pas. Bonjour, j'ai besoin d'argent. non, WhatsApp, c'est parti. Non, mais j'ai eu le cas. J'ai eu quelqu'un de brillantissime qui est arrivé un jour et j'ai dit, désolé, j'ai pas eu ton pitch. J'arrive à la dernière minute, il me dit, j'ai pas de pitch. Ah bon? Et alors, t'en es où? T'as levé? J'ai déjà levé 5 millions avec des fonds américains, 5 millions avec des fonds français. Et là, j'ai une petite poche de 500 000 pour les business angels. T'es chaud. Mais t'es qui, toi? Bon, le mec, il avait revendu sa boîte à Google, si tu veux. Donc, évidemment que même pas besoin de ça. Quand des gens, ils sont successful, et, l'argent va là-bas. Mais quand t'as 23 ans et t'as rien fait, il te manque quoi? Il te manque un business angel. Il te manque quelqu'un qui a réussi, qui va s'associer avec toi et qui va donner cette caution. Parce que quand moi, il y a une entreprise et il y a Ilan dedans, bizarrement, les fonds, ils veulent investir dans cette entreprise. Parce qu'ils disent, comme il y a Ilan, c'est que c'est bien. Moi, des fois, je leur dis, mais non, moi, je suis rentré, laissez-moi bosser un peu et venez plus tard. Non, et venez un peu plus tard. Pas maintenant. J'ai du taf. On a du taf. On doit travailler des choses. Il y a des choses qui sont pas parfaites, etc. Souvent, les gens me disent, ouais, Ilan, est-ce que tu pourrais m'aider, me donner un conseil? J'ai juste besoin d'un café avec toi et tout. Non. Mais comment ça, non? Mais t'es pas sympa. J'ai dit, non, c'est pas une question de sympa. C'est que moi, je considère si tu veux avoir un conseil qui valide dans le temps, il faut que j'ai un intérêt. Bien sûr, je peux te donner un conseil comme ça. Il va valoir quoi? Il va être là. Tout ce qui est gratuit n'est pas sustainable. Donc moi, je te dis pas, paye-moi pour des conseils. Je te dis, laisse-moi investir et être associé avec toi. Parce que si on est associés tous les deux, moi, j'ai un intérêt à te donner des bons conseils pour que mon argent, il fasse x5. Et si moi, je fais x5, toi, tu fais x5, le fait font x5. Limite, tu peux faire un parallélisme aux employés des boîtes et te dire, si l'employé, il n'est pas incentivé au capital de la boîte à travers des BSPCE ou quoi que ce soit, peu importe ce qu'il fait, il s'en fout. C'est exactement la création d'M-Founders, la discussion qu'on a eue sur le fameux groupe WhatsApp. C'est que je leur dis, guys, moi, je suis venu ici, j'ai trouvé des boîtes talentueuses et tout. Le seul problème, c'est que je me retrouve dans une cap table. Avec ce que j'ai mis, j'ai 5%. Et en fait, quand tu as 5%, tu n'existes pas dans une cap table. Il faut avoir 20%. 15, 20%. En tant que fonds. En tant que... Pas en tant que BA. En tant que BA, si tu as 5%, c'est bien. Non. Non, pas du tout. Tu penses que t'aimes? Non, c'est pas ça. C'est pas une question de ça. C'est une question de... Si tu veux être un associé crédible,
il faut avoir entre 15 et 20% du capital. Donc, un associé, pas un investisseur. Un BA, c'est pas un fonds, hein. C'est un associé, c'est un entrepreneur. Un fonds, il met de l'argent, il aide pas, il fait du reporting derrière. Un business... T'as des fonds qui aident? Non, que dalle. Arrête. Quand t'es minot, ils ont pas le temps. Eux, ce qu'ils veulent, c'est déployer l'argent et vendre les positions. Quand tu es majo, tu as des plein de fonds de seed aujourd'hui qui sont hyper hands-on. Eh ben, c'est pas leur rôle. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas voir tous les fonds de VC américains, le rôle, c'est investir de l'argent et prier. Spray and pray. Spray and pray. Mais non, c'est pas tellement spray. Ils choisissent vraiment avec des comités d'invest, etc. Mais évidemment que si tu fais 100 invests, bah, tu prends moins de risques que si tu en fais 5. Tu vois, sur 5 fois, je peux réussir 5 fois, je peux me planter 5 fois. Sur 100 fois, je peux pas me planter 100 fois. Tu vois, c'est impossible. Tu prends une pièce, tu la laisses, tu peux pas gagner 100 fois pile ou 100 fois face. Donc, après, un investisseur te dira derrière, si j'ai les moyens, moi, de mettre une équipe de portfolio support pour la boîte. Tu prends la majorité. C'est ce qu'on appelle des fonds de PI. C'est des fonds majorité plus que 50 ? Bah, bien sûr. Bah, c'est à toi. C'est tout ce que tu vas apporter, tu vas le donner alors que tu n'as que 20%. Tu vas apporter tout ça. Moi, à chaque fois que je vois des fonds, je vois souvent des fonds qui font ça, hein, qui vont en rendez-vous, qui vont en machin. J'ai dit, mais accepte que tu t'es planté. Accepte que tu n'as pas misé sur le bon cheval. Normalement, ton job, c'est au contraire de trouver des entrepreneurs talentueux que tu vas. Ils n'ont pas besoin de toi. Et moi, quand je suis business angel, je les accompagne jusqu'au fond. Après, ils n'ont plus besoin de moi. Et ce que j'expliquais, c'est, je leur disais, moi, il y a deux choses. C'est que j'ai découvert au Maroc qu'il y avait exactement le même problème qu'il y a eu en France en 2012. Au moment de la création de la vraie French Tech, c'était un peu à ce moment-là. Ouais, c'est 2014 la French Tech, mais c'est surtout, on s'est rendu compte en tant que business angel que jamais on a retrouvé notre argent parce qu'il y avait un equity gap. Donc en fait, une start-up avec les programmes d'incubation, d'accélération, les prêts à taux zéro, machin truc, les prêts d'honneur et tout, il peut lever, et au Maroc aussi, jusqu'à $100 000. Facile. Non dilutif. Il y a les deux, dilutif, non dilutif, mais avec $100 000, déjà, en France, tu fais beaucoup de choses, au Maroc, tu peux en faire pas mal. Donc tu peux arriver à montrer des choses. Mais ça suffit pas pour aller voir un fonds qui, lui, veut mettre au moins minimum 1 million. Parce que quand un fonds il a 30 millions, bah, il veut faire 10 lignes de 3 millions et pas 30 lignes de 1 million. Donc quand il fait 1 million, c'est déjà un minimum. Sinon, il fallait qu'il demande 5 millions, tu vois, s'il voulait faire des petites lignes. Quand il y a des fonds de précide, c'est des tout petits fonds, hein, qui mettent beaucoup de petits tickets. Mais quand tu as un fonds où ta thèse, c'est de faire des tickets à 1, 2 millions, comme on a au Maroc, hein, on a des fonds qui mettent 1, 2 millions, évidemment, mais ils le mettent sur des boîtes qui ont une certaine maturité. Tu ne veux pas le mettre comme ça, sur des tout petits, ou alors sur des entrepreneurs qui sont des serial entrepreneurs avec une légitimité très forte. Et donc, tu avais un equity gap, en France, au Maroc, aux États-Unis, un peu partout, entre 100 000 et 1 million. Donc, si ta famille, elle n'a pas entre 100 000 et 1 million, T'as des familles qui en ont, mais bon, pas beaucoup au Maroc. Bah, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des familles qui en ont et qui ont réussi grâce à ça, et tant mieux. Encore une fois, je dis, si tu as un actif, utilise-le. Ne dis pas non, je vais faire sans vous. Non. Profite ça encore. Profite. Non, mais prouve que c'est possible. Prouve que c'est possible. On a beaucoup d'entrepreneurs talentueux qui ont usé de leur réseau, et tant mieux. Moi, à chaque fois, je dis tant mieux. Tu sais, je dis à mes enfants, je dis voilà, si la vie, c'est une course de 0 à 100 mètres, il y a des gens qui partent de 0 et il y a des gens qui partent de 30 mètres. Donc, si toi, tu pars de 30 mètres, tu t'arrêtes pas à 100, s'il te plaît. Tu vas à 150, tu vas plus loin. Tu respectes le mec qui part de 0. Parce que le mec de 0, s'il te voit partir de 30 et t'arrêter à 100 en Becher, c'est pas respectueux. Donc, accepte le fait que tu partes avec une avance. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu dépasses. Tu dépasses. Tu vas plus loin. Et ça, évidemment, ça s'est dit, OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a des talents au Maroc. On a un equity gap. Et moi, tout seul, je ne peux pas combler ce gap. Bah, je veux bien être... Tu peux pas ? Non, c'est pas une question tu peux. C'est ce que tu veux. Est-ce que tu as les moyens ? Et est-ce que tu as le rendement ? Parce que plus une boîte est petite, plus tu mets des petits tickets, plus le risque de le perdre est important. Donc, c'est important de créer des valorisations. Et souvent, au Maroc, j'ai vu des choses, non, mais on va le payer pas cher, on va le truc. J'ai dit, oui, mais si tu payes pas cher, tu niques ton investissement de demain. Donc, il faut faire de la syndication. Comment ça a été réglé partout dans le monde ? Par les clubs de business angels. C'est des business angels
qui vont venir financer ce que les friends and family ne peuvent plus. Bon, si tu as des friends and family qui peuvent, tant mieux. Mais s'ils peuvent pas, on va avoir des business angels. Sauf que les business angels, t'en as certains, ils ont beaucoup d'argent, ils disent ok, je te donne 10 000, je te donne 20 000, je te donne 30 000, ça c'est ce qu'on appelle du love money. Et t'en as d'autres qui disent non, on va faire un truc, je vais te donner accès à mon expérience, à mon réseau, et on va construire quelque chose ensemble. Ça, c'est une autre catégorie de business angel qui, en général, a du temps. Et moi, je suis devenu business angel professionnel. J'ai arrêté d'être opérationnel depuis 2020 pour me consacrer complètement à ma passion qui est l'entrepreneuriat. Ouais. Complètement. Je suis vraiment absolument ravi. Tu regardes un peu quand même ce qui se passe ou tu... Bien sûr, je suis toujours actionnaire et je suis dans la gouvernance, etc. Et les boards, les comités d'audit, les comités de rémunération et tout, évidemment, c'est un moment très important de ma vie. Mais opérationnellement, j'ai retrouvé mes premiers amours d'entrepreneur. Même si j'ai un peu plus que 23 ans. Et moi, ça m'éclate. Tu vois, plutôt. Et ce qui est sûr, c'est que je peux pas. Aujourd'hui, je n'aurai pas le courage ou l'énergie que j'avais à 23 ans de partir d'une feuille blanche. Je pense pas. Alors certains me diront avec M-Founder, c'est ce que tu as fait, peut-être. Parce que j'aurais pu te poser la question, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'au lieu de monter un club de business angel, tu ne remonterais pas une autre boîte? Pas l'énergie? Non, je préfère investir dans 5 boîtes. Que t'aides? Que je vais aider, où j'aurai 15-20%, que tout seul dans une boîte. Et il va falloir associé avec d'autres gens. Ok. Mais moi, j'ai un de mes cousins qui a fait ça, qui est un des plus gros business angels français. Et il mettait dans des boîtes, il avait 10%, 15%, machin, il mettait. Et un jour, il a trouvé une boîte qui lui a plu, bam! Et il est devenu majoritaire. Et il s'est mis à fond là-dedans, il est revenu opérationnel, commercial, machin, truc, passion. Mais il a pris la majorité. Il ne va pas tout donner s'il n'a pas un retour sur investissement, évidemment. Bien sûr. Tu vois. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis plutôt dans la diversification des dossiers. Je vois énormément de dossiers par jour, par semaine, par mois. Et, que de boîtes marocaines, du coup? De Marocains. Ok, parce que c'est très différent des boîtes marocaines du Maroc ou de boîtes fondées par des fondateurs marocains à l'étranger. Pareil. C'est juste un truc. C'est beaucoup de gens font des produits et ils essayent de les vendre, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont sauté la case marketing. Et ils disent non, mais le marketing, c'est le truc des meufs, ça sert à rien. C'est la chose la plus importante au monde. C'est la base de la stratégie de vente. Si tu veux vendre, il faut d'abord analyser ton marché. Marketing, c'est marché. C'est pas communication. C'est pas TikTok, machin, les stratégies de trucs. Non, c'est quel est mon marché? Quelle est la taille de mon marché? Quelle part de marché je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour avoir cette taille de marché? Si tu veux des parts de marché, est-ce que tu veux travailler dans un pays, dans un tout petit PIB ou dans un PIB énorme où il y a plein de concurrents? S'il y a plein de concurrents, c'est qu'il y a un marché actif. S'il n'y a pas de concurrents, il faut que tu crées le marché. Et aujourd'hui, tu prends l'Afrique, au total, 1,5 milliard d'habitants, c'est le PIB de la France. Toute l'Afrique, avec le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud. Intéressant cette perspective. Oui, mais tu vois, le Maroc, c'est 140 milliards. La France, c'est 2600 milliards. Tu vois, l'Espagne, en face, c'est 2000 milliards. Tu vois, donc, à un moment, quand il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Ouais, Ilan, j'aimerais m'internationaliser de Casa à Dubaï. » Pardon? Pourquoi tu vas aller à Dubaï? Non, mais tu n'as pas la culture de là-bas. Et ça coûte hyper cher. C'est extrêmement dur de réussir à Dubaï. Il faut énormément d'argent. À 14 km, t'as l'Espagne. Attends, juste pourquoi c'est hyper dur? Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est très cher. Quoi, les frais d'immatriculation? Tout est très cher. Tout est très cher. Tout est très cher. Les gens peuvent se dire il n'y a pas d'impôt, c'est ça? Il n'y a pas d'impôt. Mais la vie est extrêmement chère, monsieur Mehdi, à Dubaï. Ouais, tu vois que Marrakech et Dubaï ou Abu Dhabi, c'est pas pareil, hein. Mais ça va pas, quoi. C'est hyper cher de vivre là-bas, de manger là-bas, d'embaucher des gens. Je dis ça, j'ai jamais été, c'est pour ça. Ah, d'accord, mais quand tu vois la richesse qu'il y a et les gens, ils dépensent beaucoup. Quand il y a beaucoup d'argent en circulation, forcément, tu as une inflation de tout. Des restaurants, des logements, c'est très cher de se loger, c'est très cher de mettre ses enfants à l'école, c'est très cher de faire ça. Quand tu embauches des gens qui ont besoin de mettre leurs enfants à l'école et de se loger, c'est très cher. Tu vois? Donc et c'est très loin. Même culturellement, c'est quand même un peu différent, quoi.
Bon, à la rigueur, ça, culturellement, tu as des gens du monde entier qui adorent Dubaï, qui s'installent à Dubaï. Mais en général, c'est des gens qui ont de l'argent. D'accord ? Et Dubaï est très accueillant, très hospitalier. Et c'est très agréable quand tu as de l'argent. Voilà, quand tu as de l'argent. Même le Maroc. Le Maroc a une qualité de vie, je trouve, supérieure à là-bas. Je pense. Mais donc, ce que tu dis, c'est ne regardez pas non, mais Dubaï. c'est pas ça, c'est pas ta culture. La culture émirati, c'est pas la tienne. C'est pas la nôtre. Nous, on est arabes et européens. Et on est à 14 km de l'Espagne. Et ça fait 2000 milliards de PIB. C'est, allez, peut-être 10 fois les Émirats. Donc, tu as un marché qui est 10 fois plus gros et tu veux faire 7 heures d'avion pour aller là-bas, dans un pays que tu connais pas, dans une langue que tu parles pas très bien. De toute façon, tout se fait en anglais. Voilà. Et tu as l'Espagne à côté. Je dis, oui, mais je connais personne en Espagne. Ouais, mais moi, je crois qu'il y a des Marocains en Espagne qui sont là-bas. Ouais. Et qui seront ravis de s'associer avec toi pour monter des business là-bas et pour partager leur business là-bas. Et l'idée de M-Founder, c'était de dire, OK, premier problème, le 100 à 1 million, il faut qu'on soit plusieurs parce que tout seul, tu peux pas financer ça. Quelqu'un qui veut 400 000, 500 000, bon, OK, tu vas trouver combien de personnes qui vont mettre 10 fois par an 500 000, il n'y en a pas. Au Maroc, il n'y en a pas. En revanche, on se met à 10, on se met à 15, on se met à 20, on se met à 100. Là, tu commences à voir. Si tu te mets à 100, ton ticket minimum, il est faible. Mais tu n'as pas besoin de ticket minimum. C'est ça, le sujet des club deals, c'est que les club deals ont toujours été une notion de gens très riches qui se mettent ensemble. Et pour moi, je veux faire un club deal de la diaspora parce on est 14 cofondateurs, donc c'est un vrai collectif. Ce qu'on veut, c'est si on n'a pas assez d'argent, on va rajouter des gens dans le tour. Nous, le minimum d'investissement, c'est 5 000 euros. Okay. Et on met un maximum à 100 000 pour qu'il n'y ait pas un mec qui prenne tout le tour. Tu vois ? Et on a vraiment... Là, par exemple, on vient de boucler un deal à 400 000 euros, il y a 2 jours. Boîte extraordinaire. 2 Marocains, un Français et un Libanais. Boîte fantastique dans l'IA, basée en France. Et nous, on a constitué un pool de 21 investisseurs. Donc le mec, il s'en fout de combien lui il a mis. Il sait qu'il a un réseau aujourd'hui augmenté de 21 business angels qui ont investi chez lui. Et il y en a un, il lui a ouvert les portes de l'Arabie Saoudite qu'il ne connaissait pas. Il y en a un autre qui lui a dit non mais il faut absolument que tu viennes à Montréal. L'autre qui lui a dit mais il faut que tu viennes à New York. L'autre qui lui a dit il faut que tu ailles à Londres. Il n'avait pas ça. Donc en fait, nous, ce qu'on attend de la diaspora marocaine, c'est un peu de leur argent, mais c'est surtout leur empreinte locale. C'est un débouché commercial, la diaspora marocaine. Et je n'invente rien, c'est la stratégie des Chinois. Les Chinois étaient le pays le plus fermé du monde. Du monde, c'était fermé, tu sortais pas, tu voyais pas un Chinois et tout. Et tout d'un coup, bizarrement, il y a des restos chinois dans tous les pays. Ouais, c'est clair. Il y en avait à Dakhla. Dabramar, c'est rempli de Chinois. Pourquoi ? La diaspora chinoise, c'est le relais commercial. C'est une épicerie en Espagne, on dit un chino. Un chino, voilà. Et maintenant, tous les bureaux de tabac à Paris, c'est des trucs. Mais c'est des relais. Tu vas ici, là, aujourd'hui, on est dans le Sentier. Le Sentier n'existe plus parce que les Chinois ont créé Aubervilliers. Et ils ont ramené tous les produits imports de Chine. Donc c'est quoi exactement le parallélisme que tu fais avec les Marocains ? Les Marocains, il y a 5 millions de Marocains de la diaspora. Si tu considères qu'il y a 1% d'entre eux qui ont réussi, on a un réseau incroyable de gens influents de 50 000 personnes à disposition. Donc moi, je ne veux pas faire un club deal de 10, 15, 20 personnes. Aujourd'hui, on est 50. L'ambition, c'est d'être 150 d'ici décembre. Et à terme, 500 ou 600. Parce que là, quand on va être 500, t'imagines la puissance de frappe que tu as sur un deal. On va pouvoir mettre des 3-4 millions d'euros. On ne sera plus entre 100 000 et 500 000. Parce qu'aujourd'hui, on target 100 à 500. Et c'est très bien. Et c'est nous qui définissons combien on met, etc. Si le mec il me dit je veux mettre 500, je dis ok, moi je considère que 250 c'est ce qu'on peut sortir sur ce deal avec la base actuelle. Mais si je la double ou je la triple, je pourrais mettre le ticket que je veux. Tu vois. Après, tu as pas mal de boîtes qui, quand elles lèvent justement pour combler ce gap entre les frais. Ah, mais c'est ce qu'on veut pas.
Ah, en fait, elles d'accord. font des... Tu vois, les BSAR, typiquement, t'as pas besoin d'avoir un fonds, tu fais... Mais nous, on fait que ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mais sans passer par un club deal, tu vois. Elle va voir 10 personnes Ouais. directement. Ouais. Toi, Mais- tu lui dis au contraire, sans que t'ailles les voir, moi, je te les ramène directement. Bah, c'est exactement ce pourquoi j'ai voulu monter un club deal, c'est que je me suis retrouvé dans des situations, dans des boîtes fantastiques, où le mec n'arrivant pas à lever son million de dollars chez le fonds, il est allé voir 55 business angels. 55. Sauf que quand il est venu me voir, il m'a dragué, il m'a dit non, mais c'est toi que je veux absolument que tu sois là, mets-moi 50 000, c'est tout, juste 50 000, machin, truc, nan. Et après, tu regardes la cap table, il y a 55 personnes. Le mec, jamais il va t'appeler. Jamais il va te faire un reporting. Il n'a pas le temps. Il y a 55 personnes. Il croit qu'il va appeler les 55 pour lui dire voilà. Après, la qu'est-ce qui se passe. réalité, c'est que tous ces gens-là, tu peux les mettre dans un seul SPV par la suite. Hein. Il Ok. y a pas mal de solutions qui permettent de Et faire ouais. ça. Et bah oui, tu mets un SPV. Et là, tu te rends compte que le SPV représente 25% de la boîte. C'est qui le patron du SPV? C'est le gérant du SPV. C'est qui? En général, c'est le CEO. Voilà. Ou roundtable, c'est-à-dire un truc comme président externe. Ok. Bah, nous, on fait pas comme ça. Nous, on dit ok, tu veux combien? Bah, nous, on va aller chercher les 20 ou 30 personnes qu'il faut. On va créer un SPV. Donc, toi, tu auras un truc. Et on va mettre un lead investor. Qui Donc, sera. tu viens te rajouter un lead investor ou... Non, c'est moi le lead Ok, investor. c'est ça. Par exemple, dans le deal là qu'on vient Ouais. de faire, Zilio, qui est une boîte fantastique, je suis lead investor. C'est-à-dire que j'ai un pool de 21 investisseurs. Et la boîte Zilio ne verra jamais les 21 investisseurs. Elle les a vus en management presentation, c'est-à-dire qu'on organise des pitch sessions d'une Webinaire, demi-heure. comme ça. Et tu as 30 personnes qui sont là et qui te posent des questions. Et c'est génial parce que c'est des vraies sessions de mentoring. C'est pas, les gens, quand ils sont pas là pour te piéger, ils sont là pour te challenger. Et donc, ça te permet de voir où est-ce que tu en es en termes d'argumentaire, etc. Et c'est vraiment des sessions d'intelligence collective. On est tellement plus intelligent à 29, ils posent des questions que je n'aurais jamais pensé poser, hyper pertinentes, et tu travailles l'argumentaire, etc. Et ça, c'est très fort. Sauf qu'on sait que si tu as 29 personnes qui parlent à la startup, ça marche pas. Donc, on dédie une personne qui s'appelle le lead investor. C'est pas toujours moi. Là, on en est déjà à 4 lead investors différents. C'est un membre du club. Donc, on dit à n'importe quel membre du club peut devenir un jour lead investor si la boîte vous plaît et vous êtes prêt à vous investir une fois par mois pour faire un point avec la startup. Et une fois que tu as fait le point, tu fais un compte rendu que tu envoies aux 22 personnes. Donc en fait, on a solvé le problème de la gouvernance qu'on avait, où si tu avais une cap table avec 52 personnes ou un SPV et truc, c'était juste de l'argent. On a pris un business angel pour l'argent. Si tu dis, bon, voilà, on est 22, on va mettre le meilleur d'entre nous, qui sera au board et qui va suivre la boîte mensuellement avec une gouvernance extrêmement claire, et tu me fais un reporting, eh ben là, Parce que c'est transparent. ton investissement te donne accès au board. Ouais. Ah non, mais c'est une condition sine qua non. Mais moi, j'investis pas dans des rounds où il y a déjà des fonds qui sont passés. Hein. Moi, j'investis dans des rounds early, je suis en seed. Je fais pas de Pré-seed. pré-seed. Ah. Non, seed. Non, il faut qu'il y ait au moins un MVP, vraiment. Nous, quand... Du revenu Du revenu des erreurs. Tu vois, du petit revenu avec des erreurs. C'est-à-dire un premier retour marché. Sinon, travailler sur quelque chose qui n'est pas fini, aide-moi à finir mon produit et tout, ouais. pas pour nous. Et t'as pas besoin de 500 000 pour finir un produit. C'est celui qui te dit, aujourd'hui, là, je suis rentré de la côte ouest aux États-Unis, et t'as une nouvelle race d'entreprises, elles font 100 millions, ils sont 10. Ouais, c'est Pourquoi? le concept de l'ARR par Non, mais pourquoi? employee. Non, mais pourquoi? Powered by AI. Ils vendent pas de l'AI. Ils utilisent l'AI pour que 10 personnes représentent 100 personnes. Parce que tout le monde utilise Cursor, ChatGPT, Windsurf, Exact. whatever. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Et ils l'utilisent non pas pour le vendre, mais pour éviter de lever 10 millions de dollars et recruter 500 personnes. Ouais. Tu prends... Tu peux être beaucoup plus moi, celui que j'adore, efficient juste comme ça. Hein. bah exactement. Tu prends Anthropic Claude, Ouais. ils sont 500, ils ont levé 22 milliards. Ah, c'est beaucoup d'argent, 22 milliards pour 500 personnes. Hein. Bah, après, je sais pas combien ils font comme revenu, il faut aller rattraper le revenu quand même. Hein. Ça, C'est c'est un autre sujet sur les boîtes qui font du LLM et les gens qui vont se poser et fabriquer des agents qui se reposent sur ces gros modèles. Mais ces gros modèles ont été créés. Tu vois, Et donc ça veut dire que les startups qui sont financées aujourd'hui ont pour exactement le même output qu'il y a 5 ans. Non, des fois elles sont hors sujet. Aujourd'hui, je vois beaucoup de boîtes, elles sont hors sujet. Pourquoi? Parce que tu me demandes de l'argent pour recruter 40 développeurs, c'est pas comme ça qu'on fait, mec. C'est plus comme ça qu'on fait.
Je suis désolé. Tu prends des bons mecs, tu leur doubles leur salaire et tu leur dis AI first. Et tu vas voir que tu vas booster leur productivité. N'applique pas les méthodes du passé. On a une vraie révolution qui est passée là. 2025 n'est pas 2020, n'est pas 2021, n'est pas 2022. Et moi qui code depuis l'âge de 12 ans, je me suis amusé là à utiliser le nouveau Firebase Studio. Donc Firebase, c'est la suite de développement de Google et surtout une base de données, etc. Mais le Firebase Studio, j'ai lu un article là-dessus avec Powered by AI et tout. Et je me dis, j'avais eu un petit truc que je voulais faire et tout, mais ça me faisait chier. Ça m'a pondu, je sais pas, 100 000 lignes en 3 heures. Ouais. Alors, c'est pas accessible à quelqu'un qui sait pas coder, hein. Clairement. Ouais. Hein. Tu donnes pas ça à quelqu'un qui n'a pas le, qui sait pas ce qui s'écrit. Mais donner l'IA à quelqu'un qui sait pas écrire. Voilà, c'est ça, exactement. Mais tu peux le dire, non, fais-moi une appli qui fait ça. Non, c'est pas vrai. Une appli, après, il y a une architecture, il y a quelque chose. Est-ce que c'est solide? Mais si tu veux juste faire un MVP, ouais, tu peux avoir des IA comme ça qui vont te faire un prototype, mais pas une application robuste. Mais moi, j'ai fait une application robuste avec du MongoDB derrière, etc. en 3 heures. Et à chaque fois que je faisais des trucs, je voyais les lignes de code qu'il écrivait. Je disais, mais normalement, c'est moi qui les écris, ces lignes. Tu vois. Tu t'es fait remplacer par et les bugs, et les machins, et les trucs. Les débugs et tout. Mais non, mais c'est génial. Parce que maintenant, je suis l'architecte. C'est moi qui conçois l'appli. C'est moi qui dis, je veux ça. Et c'est lui qui va pisser le code. Tout ce qu'on a remplacé, c'est tout ce qui est pissage de code. Dans les équipes de dev, on avait les architectes, les lead tech, etc. Et après, tu avais des gens qui pissaient du code à la ligne et tout ça, qui est un job inintéressant au possible. Okay. Mais qui était très bien payé parce que si t'as pas pissé 100 000 lignes de code, c'est pas une personne qui te pisse 100 000 lignes de code. Hein. Donc là, ce que tu dis par exemple aux gens qui montent des boîtes, c'est remettez-vous au goût du jour sur ce qui se fait en fait dans l'IA et quels sont vos besoins de recrutement et comment vous... C'est pire, ce serait hors sujet que de créer une boîte et ne pas considérer que t'es AI powered day one. Ouais. Il faut pas investir. Si le mec dans son BP, il te dit pas, je vais mais mon nombre de devs, il va arrêter d'être linéaire par rapport au chiffre d'affaires, parce que des fois il y avait des concepts comme ça que je comprenais pas. Je comprends pas pourquoi les devs ça devient un coût variable. Il y a un truc que je comprends pas. Faut que ça capte. Bah non, mais les mecs ils sont censés faire du ROI, donc ils sont censés augmenter la productivité. Scalable. Et en fait non, on rajoute des gens, etc. Et en fait, ça marche pas. Ce qui marche aujourd'hui, c'est pas les énormes équipes de dev qui sont silotées, front, back, etc., compta, logistique, machin. Donc, quand t'as un problème qui touche le front, le back, la logistique et le truc, t'as 14 personnes autour de la table. On va résoudre un problème avec 14 personnes, avec des égos comme as. Prends 3 personnes et puis basta. Non, maintenant, ce qu'on fait, c'est le full stack. C'est-à-dire, tu vas prendre une équipe, maximum 8 personnes, et tu vas leur dire, voilà, vous codez dans tous les langages, vous tapez dans tous les systèmes, et vous devez gérer un problème. Votre métier, vous avez un problème à 40 millions d'euros, c'est enlève-moi 1 million d'euros tous les mois. Et plus tu enlèves, plus tu te payes. Ça top. Tu vois ? Et ça, c'est la façon moderne. Tu vois, chez Facebook, j'avais été lors d'une visite juste avant le Covid, et je fais un manager comme ça, je lui dis, mais combien vous avez des équipes de dev ? Ils me disent, c'est évident, on a 1000 équipes de 6. Je dis, pardon ? 6000 personnes 1000 équipes de 6. J'ai dit, mais t'as pas besoin de 6000 personnes pour faire cette appli de merde. Moi, avec 30 personnes, je te la refais. Tu parlais de l'appli Facebook ? Facebook. Ah, quand même. 6000 personnes. Il n'y a pas que Facebook. Il y a Insta, il y a WhatsApp. Non, Facebook. Only Facebook. Only appli Facebook, 6000 personnes. Et là, tu dis, c'est beaucoup. Je veux bien. Mais vous avez déconné. Je sais pas, mais vous êtes très très riche. Et la market cap là, de Facebook quand même. Non, mais il te dit, mais non, mais il y a un truc que t'as pas compris. Nous, on est là, on est une armée pour résoudre les problèmes. Quand il y a un bug, il y a 4 équipes qui se mettent sur le bug. On va pas chercher qui a créé le bug. On va récompenser celui qui l'a résolu le plus vite possible. Ils ont des armées au service du général. Le général, il arrive tous les vendredis. Ouais, tous les vendredis. Qu'il neige, qu'il vente et tout. Tous les vendredis. Tu sais, ils ont un énorme open space. Son bureau est au milieu, c'est un cube en verre.
Tu parles de ça à Palo Alto Ouais, enfin, je sais plus, pas Mountain View, je sais plus où ils sont. Pas Stanford en tout cas. Ouais, non, bah, tout est à côté. Bref, la baie. Tout est à côté. Il a un cube de verre. Tout le monde peut le voir, c'est d'une transparence totale, juste tu peux pas l'entendre. Mais tout le monde le voit. Tu arrives, tu passes, tu vois du cœur. C'est bizarre quand même. Non, le mec, il est transparent. Et il arrive tous les vendredis, et il parle à tout le monde, tout Facebook. Et il leur dit, voilà ce que j'ai fait cette semaine. J'ai rencontré un tel, j'ai fait ça. Je voudrais récompenser cette team pour avoir corrigé des bugs, etc. Donc le mec, il te dit ce qu'il a fait, et la team, truc. Et après, il te dit, voilà nos problèmes. Voilà, je vous partage, dans les datas, en ce moment, on a ça problème, ce problème, ce problème, ce problème. Et il dit rien. D'abord, Rascom. Non, il dit, celui qui veut prendre en charge le problème, il le prend. Et moi, une fois par mois, je reçois des équipes qui viennent me montrer leurs solutions. Donc il a, tous les mois, 15-20 équipes qui débarquent dans son bureau en verre et qui vont montrer la solution au problème. Et lui, il va faire toi. Mais dans les 15 équipes, elles faisaient quelque chose avant. Elles étaient concurrentes. Donc si tu as uniquement les gens que tu as besoin pour le truc, tu n'auras jamais ces gens-là disponibles qui peuvent arrêter, faire un pause pour le truc. Les mecs disent non, on a une solution au problème, on va le faire. Et donc quand tu arrives dans le bureau et qu'il te dit ok, c'est pas ok, c'est quoi le budget, il me faut 10 millions de dollars et machin. Non, c'est déjà développé, sinon tu vas pas dans le bureau. S'il te dit ok, c'est en prod demain matin. Et ils vont te donner 0,5% de Taïwan en trafic. Et c'est toi qui vas mettre le code en prod. Toi. Et tu mets en prod. Et après, ils ont un système où ça monte en truc, 0,5 Taïwan, 5% de Taïwan, 1% d'Allemagne, tac, tac, tac. Et en fait, le code, il est déployé comme ça, progressivement. Et ils ont une capacité d'innovation extraordinaire. T'imagines, tous les mois, il a 15-20 innovations. Tous les mois. Tu penses qu'on a la capacité de vraiment, mais quand je te parle d'innovation, je te parle pas de changer des petits trucs, de vraiment innover au Maroc. De faire de vraies innovations. Je te parle pas de créer de nouvelles plateformes, des marketplaces, je sais pas quoi. Je vais te dire un truc, mais il y a un sujet qui est clair. C'est moi avec VP, je m'en suis rendu compte parce que moi j'avais toujours ce mindset d'innover et de changer en permanence. Tu vois, de développer en permanence. Et en fait, c'est comme si tu dis voilà, j'ai un projet, il me faut 24 mois pour le faire, donne-moi 1,5 million d'euros et une équipe de 20 personnes et je vais te résoudre ton problème. Donc pendant 24 mois, tu vois personne. Évidemment, il va te dire c'est pas 24 mois, c'est 30 mois. Il va te sortir un truc, ça t'a pas coûté 1,5 million, ça t'a coûté 2,5 millions. Et t'as un truc qui va sortir au bout de 36 mois. Ok ? 3 ans. 36 mois. Et donc là, tu dis, ah oui, c'est vraiment différent, puisque j'avais rien. Et au bout de 36 mois, j'ai un nouveau truc qui n'a rien à voir, qui a mis 3 ans à s'écrire, quoi, tu vois. Donc forcément, c'est très différent, tu veux le changement immédiatement. Et ça, la V1, elle a duré 3 ans. Et ça, ce que je te parle, c'est arrive des milliers de fois, des tonnes de boîtes, parce qu'au début, ça devait durer 6 mois, et machin, je change le mec, je rajoute des choses, je justifie le fait que ça dure 1 an pour ajouter des choses. Non, mais je vais prendre ton projet, je vais te rajouter ça. Et après, tu as l'autre équipe, il y a l'autre mindset, le mindset américain, et peut-être marocain, tu vas voir où je veux venir. Un marocain. C'est, non, j'ai pas les moyens de te donner une équipe de 40 personnes et le machin, un truc. Mettez-vous à 2, faites quelque chose, hein, faites-moi un truc dans 1 mois. Et donc la V1 qui a été faite elle est moins bien que la V1 qui a été faite en 36 mois. Mais au bout de 36 mois, ils sont à la V36. La V36, elle est certainement meilleure que la V1 puisqu'elle a itéré. Et quand tu itères très vite, tu te rends pas compte du saut que tu as fait. On se rend pas compte du bond qu'a fait le Maroc en 20 ans. Pourquoi ? Parce que ça change tous les jours. Et on se rappelle plus de ce que c'était. Si on avait un truc qui avait radicalement changé du jour au lendemain, tu aurais vu la différence. Mais quand ça change tous les jours, et je peux te dire, le Maroc, ça innove tous les jours. Au Raqi, par exemple, de Tarek, franchement, je fais que ça. Parce que moi, je suis en France, à chaque fois qu'il fallait que je légalise un truc, je rentre au Maroc. Pour légaliser pour le Burkada, pour légaliser des trucs. Là, merci Tariq, merci frérot. Tu lui envoies un WhatsApp. Voilà. Non, mais je lui ai envoyé 50. 20 dirhams.
Ouais. sur ton téléphone, à partir de Paris. C'est top. Franchement, tous les jours, on a des nouvelles choses comme ça. On a un programme, on sait ce qu'il y a à faire. Il y a des lenteurs, évidemment. Mais on avance doucement, mais sûrement. Est-ce qu'on peut, au lieu de créer des innovations qui sont... je te parle de plateformes, de choses comme ça, plutôt des innovations de rupture. Je te parle plutôt de sujets deep tech, tu vois, avec ce qu'il est en train de se faire avec l'UM6P. Mais ça, le dans M6P... la vallée de Belgrade, exactement. Mais le M6P, son métier, c'est une université. Ouais. Il fait de la recherche. Donc que les gens soient focus sur la deep tech, c'est normal, c'est leur métier. Maintenant, quand tu fais de la recherche, est-ce que tu fais de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée? C'est quoi la différence? La recherche fondamentale, c'est le CNRS, il y a des gens qui cherchent. Et comme disait le général de Gaulle, on a beaucoup de chercheurs, mais on n'a pas beaucoup de trouveurs. Tu vois, beaucoup de chercheurs, pas beaucoup de trouveurs. Et l'UM6P a pris le virage de la recherche appliquée. La recherche appliquée a besoin de s'adosser à des startups. Parce qu'il a besoin de se confronter au marché. Tu peux pas demander à un chercheur qui a un PhD de devenir commercial et d'aller vendre un truc. C'est pas possible. Il faut associer des entrepreneurs avec ces chercheurs pour créer des solutions. Et quand tu crées une solution, il faut qu'il y ait un problème. Donc si le commercial, il arrive, il va voir le chercheur, il dit « Elle est sympa ta solution, mais elle est plus chère que le problème », ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est important d'appliquer ma recherche à un marché. Et donc, à partir de là, tu fabriques des solutions à des problèmes. Et tu vas faire en sorte que la solution, elle est moins chère que le problème. Et là, tu vas te rendre compte que cette solution, elle peut se vendre partout. Pas juste au Maroc. Maroc, c'est super pour faire de la R&D parce que t'as pas beaucoup de concurrence. T'as pas beaucoup de gens qui ont levé beaucoup d'argent. Moi, je me suis retrouvé aux États-Unis en concurrence avec des gens qui faisaient n'importe quoi, mais ils avaient levé 300 millions de dollars. Avec 300 millions de dollars, tu peux faire n'importe quoi pendant très, très, très longtemps. Très, 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 très longtemps. Et nous, on était là, on dit, oh, mais ça marche pas! Ça perd de l'argent! Ouais, mais on a levé, et puis voilà. Voilà. Donc, la recherche appliquée, c'est vraiment la preuve aujourd'hui que le Maroc va passer de sous-traitant à solution provider. Moi, j'en suis persuadé. Un peu comme la Chine est passée de sous-traitant à solution provider entre les années 90 2000 à aujourd'hui. 2000, à partir de 2000. Ouais. Moi, on a les talents, on a les trucs, on a les fonds Ahmed VI qui arrivent avec des centaines de millions de dollars. Dans le VC, dans le PE. Dans tout. Tu vas avoir des centaines de millions dans le VC. Je dis, mais les centaines de millions, aujourd'hui, c'est 50 millions par an, le marché du VC, contrairement aux 800 millions de l'Égypte. Donc, on a un retard énorme. Mais quand tu vas arriver et tu dis, le floss mojoud, ça va créer un appel d'air. La France, moi, j'ai connu la France où personne ne finançait le VC. Personne ne finançait les startups. C'est quoi ces boîtes-là? Ils veulent faire comme les Américains. C'est quoi ça? C'est pas rentable, c'est n'importe quoi. Et il y a un acteur qui est arrivé. Ça s'appelle la BPI, Nicolas Dufour, qui est toujours là, qui est un génie absolu, et qui a créé l'écosystème French Tech. Enfin, et il a financé la French Tech. Lui, il a compris un truc, c'est que l'État est là pour financer ce que le privé ne finance pas. Et le privé ne finançait pas le VC, le venture capital, le capital risque. Quand tu dis privé, donc c'est des particuliers, non, c'est des familles. Les fonds, c'était du PI, c'était private equity, c'était des banques. Ils ne finançaient pas les jeunes entrepreneurs. Ils faisaient quoi? Ils disaient, reviens quand t'as 3 ans, que t'as un BP, que t'as une maison à mettre en garantie et tout ça. Alors que ça se faisait aux US depuis les années 80-70. Ouais, mais les US, ils ont beaucoup d'argent. Quand tu as beaucoup d'argent, tu mets pas tout ton argent dans le même endroit. Donc, il te reste toujours 100 milliards, 200 milliards. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Allez, va piler. Va jouer. Non, mais c'est vrai. c'est vrai. Ouais, j'adore la manière dont tu le dis. Non, mais c'est vrai. Ils ont tellement d'argent. Il va jouer. Mais. Moi, je connais un mec, je lui dis, mais comment tu fais? Il a levé un fonds de 100 millions. Je lui dis, mais comment tu vas faire pour le deal flow et tout ça? Il me dit, c'est très simple. Je lui dis, comment ça? Il me dit, je vais prendre 20 millions de dollars sur les 100. Parce que tu as 2% par an pendant 10 ans. Non, il va investir sans réfléchir, en précide. Ok. 100 tickets de 200 000 dollars.
Yallah, tu as une idée? J'aime. Ah ouais, 200 000. Toi? Non, j'aime pas. Toi? Allez, 100 000. Toi? Comme ça. Et ils communiquent et machin, un truc et tout. Pourquoi? C'est ce que fait Xavier Niel. Ouais. Mais c'est pas un fonds. Non, c'est un family office. C'est Kima Ventures. Ouais. Lui, il joue sur exactement ce que fait ce fonds-là, sur la loi des grands nombres. Ouais. Si je fais 10 investissements, je peux en réussir 10, je peux en chier 10. Si j'en fais 100, je peux pas en chier 100. Et Xavier, il a prouvé qu'en mettant 10 millions à base de 100 000, il a fait des licornes, il a fait des choses incroyables, etc. Mais il l'a fait sur l'intuition. J'aime pas. Xavier, il était là, il recevait de Jérémy Béribi à l'époque un dossier. Jérémy avait sélectionné, il lui a envoyé, il lui disait OK, 100 000. Il n'avait pas vu la boîte, il n'avait pas vu le pitch, il n'a pas besoin. Il a aimé l'idée. Mais après, il faut de la chance, il faut des choses, est-ce que c'est des bons entrepreneurs, tout ça? Je m'en fous. Et après, avec Kima, avec une conviction qui est de dire, évidemment que tu utilises le nom de Xavier Niel, tu dis que Kima a investi, évidemment, mais on n'a pas le temps de t'aider. On est tout le temps en train d'aller aider les autres. Donc ne compte pas sur nous pour remettre au pot. C'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est je te donne 100 000 une fois, mais moi je veux faire 500 tickets. Bon, au Maroc, on est loin de ça, je pense. Bah oui, bien sûr, mais on n'a pas cette philosophie. Donc je te disais, il y a des fonds qui ont 100 millions, mais là, il y a des fonds Mohamed VI qui sont venus voir, des boîtes du fonds Mohamed VI qui sont venus voir M-Founders en disant, moi je mets 100 000 euros systématiquement sur tous vos deals. Pourquoi? Parce que ça va créer son deal flow de demain. C'est qui exactement qui met dans... C'est un fonds? Un fonds, il va voir mes boîtes, il va pas passer du temps à analyser les decks et tout ça, c'est moi qui le fais, qui le machin, il regarde, j'aime, bam, 100 000. Après, si cette boîte elle a besoin de lever, qui je vais voir en premier? Avec le fonds. Il a une priorité évidente dessus, puisqu'il l'a mis, on va lui donner du reporting, etc. Il va suivre. Et lui, quand il a levé 100 000, là, il y a des fonds de VC qui sont à 100 millions. Hein. 100 millions. Ils vont pas mettre au Maroc. Dans FM6, ceux qui ont reçu les lettres du fonds Mohamed VI en VC, il y a des fonds de 100 millions d'euros. Oui, mais pas 100 millions qui ont été donnés par le fonds Mohamed VI. Non. Parti. Mais on s'en fout. Le fonds Mohamed VI va leur permettre de lever ce qui manque. Puisqu'ils vont mettre une lettre d'engagement, ils ne l'ont pas encore envoyée, mais c'est en train de se faire. Il y a eu un changement de direction, donc c'est normal qu'il y ait eu un petit laps. Mais ils vont avoir un fonds de 100 millions. Quand tu as un fonds de 100 millions, tu ne vas pas mettre des tickets à 1 million. Hein. Alors, tu vas faire de la série B, de la série C. Mais s'il n'y a pas de série A au Maroc, s'il n'y a pas de pré-série A au Maroc, il faut bien la financer. C'est cette histoire d'equity gap dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Donc il faut bien l'encourager. Elle n'est pas là, mais dans 2 ans, elle sera là. Mais si je la finance pas, il n'y a personne qui va arriver. D'ailleurs, les fonds en ce moment au Maroc, ils se disent, putain, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je dis, mais c'est normal, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui font du précide. On était 2 acteurs. Il y avait Witamax et... Il n'y avait que Witamax et M-Founders aujourd'hui qui sont vraiment structurés pour mettre des tickets à 200, 300 000. En fait. Écoute, moi... J'ai dû faire plus de 90 investissements en VC dans ma vie. Il y a des choses où j'ai mis de l'argent, j'ai fait plein d'exits. J'ai mis de l'argent, ça fait des multiples incroyables. Et in fine ou pas? Moi, je pense que sur 7-8 ans, tu commences à avoir quelque chose qui peut être self-sustainable. Ouais. Mais il faut attendre 8 ans. C'est-à-dire que... Mais comme tu sais que ça va mettre 8 ans, tu ne peux pas attendre 8 ans avant de savoir si tu remets. Donc il faut remettre tout le temps, tu vois. Et c'est un truc comme ça. Mais ouais, mais entre 8 et 10 ans, ça met un fonds pour s'auto-alimenter. Tu vas te permettre de faire tes investissements annuels par rapport au cash que ça génère. Parce qu'un exit, ça met ce temps-là. Quand tu rentres en seed, tu vas pas sortir en série A, tu vas sortir en série B peut-être, tu vois. Donc ça prend du temps. Ça va prendre 8 ans. Et ce que je te disais, c'est que ces fonds, quand ils ont 100 millions aux États-Unis, ils vont prendre 20 millions et vont distribuer comme ça. Et sur les 100 boîtes dans lesquelles ils ont donné 200 000, il y en a 80% qui vont mourir. Ils ont perdu 16 millions de dollars sur les 20 millions de dollars qu'ils ont injectés comme ça en donnant. Mais il reste 20 boîtes et 80 millions de dollars. 20 Survivor et 80 millions de dollars. Et bizarrement, c'est ces mecs-là qui font les champions que tu vois là partout, etc.
Quand tu as un autre exemple, mais parce que un spieler, un joueur, des gens qui font des paris, ils ne te parlent pas de ce qu'ils ont perdu. Ils te parlent toujours de leur succès. Quand tu as Pfizer qui te dit « Ouais, on a le vaccin contre le Covid, BioNTech, machin. Il te parle pas de tout ce qu'il a raté avant. Mais il en a fait 1000. Et il en a financé combien? Tu crois qu'il en a financé un? Tu crois que c'était comme Macron qui a financé uniquement Pasteur? Ou en Allemagne aussi, on a financé qu'un seul labo? Non. Toi, c'est quoi tes plus gros échecs? Oh, putain, j'en ai plein. J'en ai plein. Mais pour moi, l'échec a toujours été un... Moi, j'ai eu des échecs qui étaient en fait des apprentissages. Tu vois. Par exemple, VP, on se cherchait... On n'est pas en entretien d'école de commerce. Non, pas du tout. Mais si tu veux, VP, on a mis 3 ans pour trouver vraiment notre modèle. Et quand on l'a trouvé, on a eu le plus gros ascenseur émotionnel du monde. On a réussi à faire 300 000 € en 30 minutes. Et après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la moitié du stock. Que la marque, elle avait déjà vendu le stock à quelqu'un d'autre. Et donc, on allait devoir annuler 50% des 300 000 €. Wow. Un par un au téléphone. Putain. Mais on a fait 300 000 €. Donc, si on n'aurait pas eu ce bug, on aurait gagné. Tu vois, donc tu as toujours des choses. Toujours des choses. Mais non, il y a beaucoup d'échecs qui sont très salvateurs. Ouais. Vraiment. Moi, à chaque fois, je le vois comme ça. Ouais. À chaque fois, qu'est-ce que j'ai appris, tu vois. C'est la seule façon, je pense, pour que ça... Il y a des choses qui sont un peu dures, tu vois. Quand sportivement, tu essayes des choses, tu te prépares et tu réussis pas. T'es un grand sportif. Ouais, j'essaye de me maintenir. Là, je sors d'une petite blessure. Je vois la Oura Ring, la Garmin. La Garmin, le petit truc là, le glucomètre et tout. Ah, t'as le glucomètre, le CGM? Bien T'es chez qui? T'es chez Ultrahuman? T'es chez Levels? Non. Alors, tout ceux-là, ils sont en train de disparaître. Okay. Moi, ce que je veux, c'est juste la valeur. Okay. Donc, en fait, je vais chez le laboratoire Abbott. Ils ont un truc qui s'appelle Freestyle Libre 3, qui est un petit device comme ça qui marche hyper bien. Moi, je m'en fous de l'analyse du truc. Moi, je regarde la valeur, je sais où j'en suis. Je vais manger une banane, je vois le pic, je vois si je l'ai consommé, je ne l'ai pas consommé. Et surtout, je surveille mon niveau de glucose le matin. Okay. C'est le plus important. Avant d'aller courir, tu regardes quel est ton niveau de glucose, donc tu sais combien de temps tu as besoin pour vider tes réserves de glycogène. C'est ça qui est le plus important. Si tu veux, il faut vider tes réserves de glycogène. Ça a commencé. Tu fais ça depuis quand? Parce que généralement, c'est un truc qui. Ça, c'est les diabétiques de base qui utilisent ça. Mais c'est les diabétiques qui ont besoin de ça pour se piquer à l'insuline. Ouais. Tu sais, l'insuline, c'est des trucs qui sont conservés à 2 degrés, de machin. Et donc, eux, dès qu'il y a besoin, bip, 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 pam. Et les athlètes de haut niveau. Donc, toi, t'as commencé ça quand t'as commencé à te mettre vraiment au sport Quand j'ai commencé à me mettre vraiment dans le sport, j'ai des très bons amis qui sont Ironman. Qui sont incroyables, qui ont des niveaux en avant. Moi, je fais du triathlon olympique. Hein. Moi, eux, ils font des distances de dingue. Laisse tomber. Ils attendent que j'y arrive. Hein. Ils me disent, toi, normalement, en septembre, je devais faire quelque chose, mais là, avec les blessures et l'entraînement. Mais je suis obligé de me mettre des challenges, tu vois, pour faire du sport. Je peux pas me dire, tiens, allez, je vais courir 3 fois par semaine. Mais pourquoi? Ah, tiens, j'ai un triathlon à Tamoudabé, machin. Ok, allez, lundi, mercredi, vendredi, sortie court, sortie longue, mardi piscine, jeudi piscine, dimanche... Tu te challenges avec toi-même sur un objectif précis. T'as un programme. T'as des applis qui te font un programme, jour par jour, tu as ton programme et tu vas le faire, etc. Et j'ai une question. J'ai cru comprendre que tu dormais pas beaucoup la nuit. Ah non, c'est l'inverse. Non. On m'a dit que tu dormais peut-être 2 heures, 3 heures par nuit. Ah non, c'est l'inverse. C'est l'inverse? Ah, c'est l'inverse. Moi, je me couche tôt. Tu couches tôt? Ouais. Moi, j'adore travailler à 5h du mat. Tu t'endors à 8h et tu te réveilles à 5h du mat, tu passes? Non, le truc, c'est qu'il faut que tu aies au moins 2 heures de digestion. Ouais. D'accord? Donc, là, par exemple, ce soir, je vais dîner avec mon père à 22h30. Je t'ai niqué ta digestion. Je pense que demain, la séance de sport de muscu, elle va être compliquée. Ouais. Et je vais avoir une nuit qui va pas être terrible. Mais oui, normalement, ce qu'il faut, c'est vraiment viser un 7 heures de sommeil. Et la Oura Ring, c'est pour aller vers 8 heures de sommeil. Ça, c'est l'idéal. Mais j'ai un copain qui est athlète de très haut niveau. Il n'arrive pas à dormir plus de 4 heures. Lui, il commence son entraînement à 4 heures du mat, tu vois. Donc, il a du mal avec la vie de famille, le truc, d'avoir des longues nuits de sommeil. Mais la base, c'est d'alterner sport et récupération. Sport et récupération. Donc, eux, ils font des bains glacés, des machins, des trucs, tout ça pour essayer d'accélérer des récupérations. Mais il faut dormir. 2 questions avant de finir le podcast.
Donc moi, je voulais vraiment dans ce podcast qu'on parle du Maroc parce que tu vois, Bien sûr. En fait, moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui, en fait, ne veulent pas rentrer au Maroc. C'est trop tôt, il n'y a pas d'opportunité. Tu peux pas rentrer les mains dans les poches et attendre que les choses se fassent. Ça, c'est pas un conseil à donner. C'est prépare ton arrivée au Maroc. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour t'aider à préparer et tout. Mais il faut que tu aies un projet. Et il faut que ton projet soit viable. Donc, soit tu rachètes une affaire et tu as les moyens de faire ça. Soit il y a quelqu'un qui a besoin de toi et qui t'appelle et qui te dit bon, viens s'il te plaît, viens nous aider, on a besoin de trucs parce que on a du mal à... Les bons talents se barrent et on a besoin d'avoir aussi le phénomène de comeback. Et ça, c'est vrai que si tu es dans le salariat au Maroc, c'est plus compliqué que d'être dans l'entrepreneuriat. Voilà. Même, c'est un vrai sujet. À part certains secteurs très de niche, ça paye pas bien. Oui, tu parles du conseil ou des choses comme ça. Ou de l'OCP ou des choses comme ça. Ok. Les gens, même des trucs comme... Quand il y a eu la fuite des salaires et tout ça, on a vu des banques qui payaient extrêmement bien, on a vu des choses intéressantes. Non, je pense qu'il y a des bons salaires au Maroc, mais vaut mieux avoir sa boîte. Ouais. Clairement. Au Maroc, vaut mieux avoir sa boîte. Vaut mieux avoir sa boîte et faire de l'export. Ouais. Voilà. Donc si tu es au Maroc et tu fais de l'export, tu as accès à des devises, tu factures en devises, normalement, ça devrait bien se passer. Mais pas vendre particulièrement au Maroc. Moi, je sens une lenteur quand même. C'est pas ça. En fait, ce qu'il y a au Maroc, c'est que si tu exportes, tu vas pas avoir beaucoup de concurrence parce que le marché mondial est tellement grand que t'en as un, il va dire moi je vais prendre la Chine, moi je vais prendre l'Europe, moi je vais prendre le truc et chacun se partage les pays et voilà, on est bien. Moi je fais des clémentines, je les envoie là, toi tu les envoies là, moi je voilà, ok. Quand on est au Maroc, on a beaucoup de monopoles ou d'oligopoles ou de choses et c'est des gens qui ont pris une avance telle que toi t'arrives le petit nouveau, c'est compliqué de le gratter et de le challenger parce que on a un énorme problème de cash flow. Explique-nous ce que tu veux dire par là. Les banques ne financent pas le BFR. Si tu fais pas 20 millions de dirhams, tu n'auras jamais une ligne de crédit. Et comment je fais pour aller de 0 à 20 ? Il faut bien que quelqu'un m'aide. Friends, family. Non. Voilà. Donc ça... Bac plus babac. Si tu reviens au Maroc, reviens avec un capital. Fais ton capital en Europe ou aux États-Unis ou où tu veux, mais tu viens avec un capital. On n'a pas assez de PME au Maroc. Donc il faut vraiment que les toutes petites boîtes, elles grossissent. Et que celle qui grossit, elle grossit encore. Tu sais, l'ascenseur social des entreprises. Ouais. Peut-être une dernière question avant de terminer. C'est une question que je pose toujours à la fin. Si je devais inviter un guest sur le podcast, qu'est-ce que tu me recommanderais ? En ce moment, Moula Fedalami, puisqu'il vient d'avoir une nouvelle banque. Je pense que c'est quand même la personne du moment qui est pour moi le plus grand entrepreneur du Maroc, clairement. Et ça, ce move-là, c'est un beau move parce que j'ai entendu qu'il avait beaucoup d'ambition et c'était pas juste de reprendre une banque et de changer le nom. Tu penses que ça va aller où ? Non, je pense qu'il veut faire une vraie banque digitale. Très, très moderne, très performante, comme il l'est toujours. C'est quelqu'un qui a toujours fait des choses incroyables et je pense qu'il a la motivation et les compétences et l'énergie, ça c'est sûr. Mais c'est un vrai challenge et c'est un homme de challenge. Donc si tu veux avoir quelqu'un qui est la personne invitée en ce moment, voilà, je dirais lui. Après, est-ce qu'il va être dispo pour venir ? Est-ce que tu peux me l'intro ? Je pense pas. Après, ça c'est vraiment sur une partie vraiment entrepreneuriale de manière générale. Peut-être sur un entrepreneur tech ou un investisseur tech. Ouais, par exemple, la boîte dans laquelle je viens d'investir, Zilo Tarer, c'est un mec super, il va te raconter un peu son parcours. Avec plaisir. Bah ouais, bien sûr. Non, j'ai un autre mec exceptionnel. C'est ça. Que j'ai vu aujourd'hui, je t'en parlerai tout à l'heure. Ok, voilà, surprise, suspense. Le mec, il est passé en 4 ans de 0 à 20 millions d'euros. Et il est basé à Lyon. À Lyon ? Ouais, Nadir. Ok. Tu vois. Dernière question, et après je te jure, je te laisse. Ouais. Dans 5 ans, à quoi ressemble le Maroc de la tech ?
selon toi? Putain, mec, le fonds Mohamed VI, je crois que vous n'avez pas réalisé. On a réalisé. Mais non, juste non, pour non, vous clôturer. réalisez pas. Je crois que vous réalisez pas. Je crois que vous réalisez pas. Quand tu as des mecs, c'est pas le Maroc qui va mettre l'argent. C'est des fonds spécialisés, professionnels, qui vont devoir, en 5 ans, déployer 350 millions en VC, en 5 ans. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir des projets. Parce que réussir à monter un fonds, c'est un travail de 2-3 ans, hein, où t'es pas payé. Hein. C'est des vrais entrepreneurs, tu sais, on se rend pas compte, mais un fondateur GP, de fonds d'investissement, ouais. Un general partner, c'est des entrepreneurs. C'est des mecs qui, pendant 3 ans, ils ont fait une levée, ils sont pas payés, ils ont payé leur billet d'avion, ils ont payé leurs hôtels, ils ont payé leurs trucs pour arriver avec des thèses d'investissement. Tu vois, eux aussi, ils ont fait ça. Tu vois. Après, tu as les gens, ils ont tu sais, le fonds 1, en 5 ans, tu déploies, et les 5 ans après, tu vends. Le fonds 2, tu le commences quand ? Au bout de 5 ans, quand tu as tout déployé, tu dis, je vais commencer à aller chercher de nouvelles boîtes, donc je vais faire un fonds 2. Le mec dit, oui, mais en 5 ans, t'as fait quoi comme résultat ? J'ai investi ça, machin, celui-là, regarde. Ouais, mais tu peux pas encore voir la perf parce que... c'est dur de faire un fonds 2. C'est justement plus facile parce que tu peux te justifier de ne pas avoir fait de perf. Mais perf. non, t'as pas fini. Non, le plus dur, c'est le fonds 3, c'est sûr. Une fois que t'as réussi le fonds 3, tout le reste, après ça, c'est le truc. Le fonds 3, t'as le fonds 1 qui est arrivé à 10%, à 10 ans. Donc là, tu sais, si t'as fait ton multiple, si t'as respecté ta thèse, etc. Mais le fonds 2, déjà, il est compliqué. Tu vois, Mais je voulais dire, il est quand même jouable. Il est quand même jouable, mais il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Parce que si tu as mis tes bonnes lignes, si tu n'as pas de down round, si tu as des choses, ouais. Si tu as des gens qui ont déjà rendu l'argent et qui ont déjà commencé à rendre l'argent, ouais. Les Américains, ils attendent pas 10 ans pour rendre l'argent. Hein. Ils veulent te le rendre en 2 ans, hein, le plus vite possible. Parce que s'ils te rendent vite, tu vas faire confiance sur les autres fonds. Tu vois ? Mais tu vas pas le rendre en 2 ans. Et eux, ils cherchent. Hein. Eux, ils cherchent légalement, c'est après 5 ans que tu rends. Non, mais non, tu fais distribution de dividendes quand tu veux, mec. Dès que tu as vendu une participation. En France, en tout cas, c'est pas comme ça. Ah, ok, d'accord. Moi, aux États-Unis, j'ai des trucs, je reçois des dividendes tout le temps. En France, sans rentrer dans les détails, mais tu as 5 ans d'invest, 5 ans de désinvest, et tu peux pas rendre pendant les 5 premières années. D'accord, ok. Bon. Ouais. Bon. Et ouais, donc il va y avoir max. Mais... je sais pas, t'as des talents et t'as de l'argent, normalement l'équation elle devrait marcher. Et si nous, en plus, on arrive et on apporte notre expérience et notre réseau et notre diaspora. Grosse soirée. Je sais pas. Ça a l'air de sentir bon quand même. On me dit toujours, est-ce que t'investis toujours au Maroc ? Je dis non, j'investis pas dans les startups marocaines, j'investis dans la startup Maroc. Moi, je crois en ça. Mais ça prend un peu de temps. Ok, mais c'est pas grave. Est-ce on recule ? Il y a eu une inflation dans le monde, on n'a pas été touché par l'inflation. Le Maroc, il y va slowly but surely. Et quand tu te retournes au bout de 10 ans, tu dis putain, tu te rappelles le Maroc il y a 10 ans ? Tu te rappelles le Maroc il y a 20 ans ? Il y a 10 ans, à mon arrivée en France. D'accord. Le jour où j'ai quitté le Maroc. D'accord. Mais ça n'a rien à voir. Non, ça a changé. En tout cas, on est dirigé par des gens, ils savent ce qu'ils font. Voilà. Et ce fonds Mohamed VI, on a hâte qu'il arrive. Il arrive, forcément. Tout est en place, tout a été sélectionné. Voilà, c'est qu'une question de mois, de semestre. Voilà. Imminent, en tout cas, parce que ça fait plus d'1 an et demi, je pense. Là. Et alors ? Et après, une fois qu'ils auront l'argent, ça va mettre encore 1 an ou 2 à se déployer. Mais ça va arriver. Et surtout, ce que ça fait, c'est que ça attire des fonds étrangers maintenant. Ah, c'est clair. On l'a vu au Jitex. Hein. Ouais, tu l'as vu au Jitex, oui, quand tu parlais de Belton et de... Alors, on était ensemble à table. Voilà. Et les mecs, ils co-investissent maintenant. Et moi, je leur ai dit, mais arrêtez de co-investir. Ils me disent, mais pourquoi il a... J'ai dit, mais prenez le lead. Je dis, mais non, mais pourquoi ? Comme ça, tu leur mets la misère aux autres. Tu vois ? Ce qui s'est passé en France, c'est vente privée. Première start-up, c'est pas des Français qui ont investi dans vente privée. Ce sont des Américains, Summit Partners. Eux, ils sont arrivés, ils ont valorisé à plus d'1 milliard, 1,1 milliard. Et les Français, ils ont dit, fuck, on a laissé passer ça, on a donné ça à des Américains. Et les Anglais, et les machins, et après, ils ont commencé à se réveiller. Et à comprendre qu'il y avait de la valeur là-dedans. Tu vois ? Mais au début, quand tu es un fonds de PI, tu vois, private equity, ton truc, c'est file-moi ton business plan, montre-moi tes 3 dernières années, je veux une croissance soutenue, mais linéaire.
Et je vais te dire combien tu vaux dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est un autre métier. Ouais, c'est pas le métier. Ça n'a rien à voir. T'as des banquiers qui peuvent devenir des bons PI, mais un bon PI, il peut pas devenir un bon VC. Moi, j'ai un très bon copain tunisien qui a un très gros fonds de private equity. Je lui dis, ça t'intéresse de faire du VC? Il m'a dit, Ilan, si un jour je vais dans le VC, je vais faire comme toi. Je vais faire un club deal. Je vais pas monter un fonds de VC, je vais faire un club deal. Parce que le fonds de VC, levé pendant 3 ans et tout, c'est bien d'avoir l'argent à la fin, mais c'est tellement dur de lever. Et après, tu as une petite équipe de gestion. Et tout repose sur les 3. Tu vois, 3, 4, 5 personnes. Et il y en a 2 ou 3 qui décident. Il te dit, c'est plus compliqué que quand moi je fais du PI. Donc si je fais du VC, je vais faire un club deal avec 10 000 membres. Et là, je vais faire des rounds à 5 millions, 6 millions sans problème. Et l'argent, je le lève à la demande. Tu vois? Bah, tu connais ça un peu. J'ai travaillé un peu dans le secteur, je pense. En tout cas, je pense que ça me parle. En tout cas. Mais imagine, tu aurais 10 000 LPs. Bah, nous, c'est différent. On est capé plus gros ticket. Ouais. On fait pas du blast. Non, on fait pas du blast. Je sais. Mais blast, est-ce que c'est du crowdfunding ou du club deal? T'as des frais d'entrée, On va pas parler de ce sujet. Ok, super, ça me va. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Merci Ilan, en tout cas. Merci beaucoup. T'as kiffé? Très bien, ouais. Super. Tu as vu, on l'a fait one shot. One shot. Mon verre d'eau, il est vide depuis une demi-heure, mais c'est pas grave. Tu l'as pas revu. En tout cas, merci beaucoup Ilan. Merci beaucoup Mehdi. Super. Ciao, ciao.